Bonjour. Bonjour. Pourriez-vous nous parler de votre doctorat? Vous avez traité quel sujet? Ah oui, oui. J'étais à la Sorbonne à partir de 1954. Je sortais de l'université de Rennes et à Rennes, j'avais fait une licence dite à l'époque de sciences naturelles, c'est-à-dire que ça enchaînait la géologie, ce qui va de soi, tous les cailloux, la zoologie, ce qui va de soi, tous les animaux, et la botanique, ce qui va de soi, toutes les plantes. Et j'avais envie de faire de la préhistoire. Et je suis donc venu à Paris, où j'étais déjà venu il y a longtemps, j'y avais habité pendant la guerre, et j'ai rencontré des préhistoriens, et j'ai rencontré des paléontologues. Et les paléontologues m'ont fait de plus intéressantes, plus alléchantes propositions en termes de recherche que les anthropologues et que les préhistoriens. Et je me suis donc inscrit à la Sorbonne avec Jean Pifteau en paléontologie des vertébrés et paléontologie humaine. Et Jean Pifteau m'a dit, paléontologie humaine c'est bien, mais les fossiles humains sont rares et les fossiles humains sont en général en possession de leurs inventaires et les gens qui les ont découverts ne sont pas très disposés à les offrir à des étudiants pour études. Donc ce serait mieux que vous commenciez par les vertébrés. Et il m'a proposé ou des très gros ou des très petits. Non pas parce qu'ils étaient très gros ou très petits, mais parce qu'ils étaient tous les deux très importants sur le plan de la stratigraphie. C'était des bêtes qui évoluaient vite et qui donc étaient de bons marqueurs chronologiques et stratigraphiques. Et les premiers étaient les proboscidiens, les bêtes à trompe, les éléphants, et les seconds étaient les rongeurs, les petites bestioles. Et j'ai choisi les grosses bêtes, ce qui sur le plan psychanalytique peut peut-être s'interpréter. Et c'est donc une thèse sur les éléphants, sur les proboscidiens, que j'ai entamé à ce moment-là. Mais c'est à l'époque où le CNRS, contrairement à l'époque actuelle, le Centre national de la recherche scientifique, tout jeune, recrutait. Et je suis entré au CNRS avant même d'avoir achevé ce travail. Et donc c'est plus difficile aujourd'hui d'être recruté, vous pensez? Ah oui, oui, aujourd'hui c'est un concours. Aujourd'hui le CNRS est un vrai concours avec des gens de très grande qualité. Hein. Nous, on était, comment vous dire, quand on dit à mon propos, quand je fais des conférences, il est entré au CNRS à 22 ans, c'est extraordinaire. Oui, c'est bien. Ceci étant dit, c'était simple d'entrer au CNRS en 1956, c'est la préhistoire. Et donc c'était simple parce que le CNRS cherchait des chercheurs et donc recrutait assez facilement sans les diplômes que l'on exige aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il recrutait grâce à des patrons qui avaient jugé que l'esprit de recherche était présent chez le candidat en question, mais ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Moi j'ai été 10 ans au comité national, comme représentant syndical d'ailleurs, du SNESU, et j'ai été 10 ans en présence de candidats excellents dans lesquels il fallait faire un choix. C'est épouvantable, c'est épouvantable. Quand on fait un choix d'une vingtaine sur lesquels on en classe 3 ou 4, il y a forcément de la perte et il y a forcément de l'erreur. On ne peut pas être parfait sur un choix aussi strict. Et aujourd'hui, ça ne s'est pas arrangé. Vous aviez quels critères pour sélectionner? Les critères étaient des critères de qualité de chercheur, naturellement. Parfois des critères, les critères qu'on pouvait, et parfois les critères de publication, parfois des critères d'originalité d'idées, d'esprit. Mais malheureusement, dès qu'il y avait un petit côté négatif, dès que l'un d'entre nous s'exprimait avec une restriction, psychologiquement, une assemblée qui ne demande qu'à
a été aidé dans sa sélection fait tomber le candidat en question. On votait de manière électronique, j'ai vu comment mes voisins votaient, c'est tout à fait caractéristique. C'est la manière dont fonctionne un petit groupe de 30 personnes, je ne sais plus combien on était dans la commission, une trentaine probablement, 30 à 40. Et la manière dont une société de ce genre s'exprime. Le terrible justement, c'est que parfois vous aviez une sélection, 1, 2, 3, qui passait, et le quatrième qui se disait je suis quatrième, donc l'année prochaine je passe, et l'année suivante, vraiment sans jeter la pierre du tout à mes collègues de la commission, tentait de juger aussi objectivement, c'est-à-dire aussi subjectivement que l'année précédente, et ce malheureux qui était quatrième se retrouvait 15e, 20e, c'est-à-dire qu'on jugeait bien à 20 numéros près. Et c'est pareil pour le prix Nobel. Toute assemblée humaine est sensible à beaucoup de critères qui sont tout à fait subjectifs et malheureusement n'arrive pas à faire des choix parfaits, et c'est pas demain que ça s'arrangera parce que les humains sont ainsi. Donc moi je suis rentré à 22 ans, joyeux, et ceci dit, je suis rentré, on ne peut pas dire à la bonne période, parce qu'il n'y a pas de bonne période, mais je suis rentré à une époque qui a fait la suite, c'est-à-dire que je suis rentré vite, donc je suis entré vite, j'ai eu un professorat vite, je suis entré vite à l'Académie des sciences. Et étant vite à l'Académie des sciences, j'ai pu participer à la réforme de l'Académie des sciences, parce que quand on est dedans tôt, on peut changer l'institution. Quand on est dedans tard, on se repose. Ceci étant dit, j'étais ici au collège, enfin je ne veux pas me promouvoir, mais c'est un enchaînement, c'est toujours intéressant à savoir. Je suis entré ici au collège à moins de 50 ans, et j'étais aussi à l'Académie à moins de 50 ans. Ça facilite les choses et ça rend l'esprit d'autant plus libre pour faire de la recherche avant, après et en même temps. Et qu'est-ce que vous pensez de la place du doctorat en France ? Je pense que le doctorat a beaucoup changé, beaucoup évolué. Il est passé du fameux doctorat d'État qui était un monument accompagné de son doctorat de 3e cycle, et puis il est devenu doctorat d'université. Et actuellement, il est accompagné de la fameuse habilitation à diriger des recherches. En fait, la France, avec son vieux système, a tenté petit à petit, et plus ou moins bien, et plus ou moins vite, à s'aligner sur le PhD. Il faut être conscient. Alors, ce n'est pas un tort, parce qu'à partir du moment où on est jeté sur le marché international, comme c'est le PhD qui compte, il faut avoir une sorte d'équivalence. Donc finalement c'est une solution qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui était à atteindre d'une certaine manière, peut-être pas de manière aussi lente et aussi approximative, ça aurait pu être plus direct, enfin, c'est ainsi. Et j'ai lu là, dans les propositions justement de ces assises qu'on souhaite changer l'HDR. C'est pas plus mal, parce que l'HDR, qu'est-ce que ça veut dire, une habilitation à diriger des recherches? Ça veut dire un doctorat qui veut dire la même chose. Donc appelons les choses par leur nom, et les mammouths des mammouths. Forcément, mes exemples sont... Helmut. Et les australopithèques, oui. Helmut le mammouth. Les australopithèques, Helmut le mammouth, oui. Le Val-de-Marne, il est beau celui-là. Il n'a pas de chair, mais son squelette est beau. Et c'est pas mal que ça s'aligne mieux sur le PhD en portant un vrai nom de doctorat. Alors ce qui était agaçant dans certaines assemblées, c'est que les jeunes gens des pays anglo-saxons qui étaient docteurs à l'âge où aujourd'hui on est docteur, étaient appelés docteurs alors qu'ils y tenaient. Nous autres qui peignons pour atteindre le doctorat d'État, on était appelés monsieur, et mister à côté de docteur, c'est tout à fait autre chose. Donc c'est bien que la France se soit mise au niveau du monde.